Le 14 juillet 2007, 10h31, un hélicoptère atterrit sur le toit d'une prison de haute sécurité dans le sud de la France. 3 hommes masqués sautent dehors. Ils sont armés. Ils se déplacent avec détermination. L'un porte un fusil à canon scié. Ils entrent par une porte de maintenance. Ils ne parlent à personne. Ils savent exactement où aller. À l'intérieur, Pascal Payet est déjà debout. Sa porte de cellule est forcée en moins de 2 minutes. Il les suit dehors. 4 minutes après l'atterrissage, l'hélicoptère décolle. Au moment où les alarmes se déclenchent, il est déjà hors de portée. Payet disparaît dans le ciel. Encore. C'était la 3e fois. Même méthode. Prison différente. Même résultat. Le détenu le plus surveillé du pays. Disparu. En plein jour. Le jour de la Bastille. À travers l'histoire, les évasions de prison ont pris de nombreuses formes. Des tunnels, des papiers falsifiés, des compartiments cachés et de l'aide de l'intérieur. Mais l'histoire de Pascal Payet défie toutes les conventions. Il n'a pas rampé sous les clôtures ou glissé devant les gardiens. Il a volé. Né le 7 juillet 1963 à Montpellier, dans le sud de la France, la jeunesse de Payet donnait peu d'indices sur la notoriété qu'il gagnerait un jour. Sa famille déménagea vers le nord à Lyon, peu après sa naissance. Dans sa jeunesse, il finit par graviter vers Marseille, une ville portuaire avec une longue histoire de crimes organisés. Connu pour ses ruelles étroites, ses blocs d'appartements denses et ses connexions avec la pègre, Marseille fut l'endroit où la vie de Payet commença à changer. Il tomba dans la petite criminalité, puis dans le vol à main armée. Au début de la trentaine, il était devenu un visage familier dans les cercles criminels marseillais. La vie à Marseille s'avéra plus brutale que Pascal ne l'avait prévu. Pendant les années 1980 et 1990, la ville était en proie au chômage élevé, à la violence liée à la drogue et à des tensions croissantes entre les forces de l'ordre et les quartiers marginalisés. C'était un environnement où survivre signifiait souvent plier les règles, et pour certains, les briser complètement. Dans cette atmosphère, Pascal Payet trouva sa place. Attiré dans la pègre marseillaise, il commença par de petits délits. Mais l'attrait de l'argent facile, de la réputation dans la rue et la promesse du contrôle continuaient de le pousser plus loin. Le crime, d'abord une nécessité, devint bientôt routinier. En 1988, il n'opérait plus en marge. Cette année-là, il reçut sa première condamnation majeure, coups et blessures aggravées. Cela aurait dû être un tournant. Au lieu de cela marqua le début d'un schéma. En 1993, il fut condamné à nouveau, cette fois pour association de malfaiteurs. Chaque accusation apportait des peines plus longues, une surveillance plus étroite et des liens plus profonds avec le crime organisé. Mais plutôt que de le ralentir, ses premières condamnations l'endurcirent. Elles posèrent les bases de ce qui allait suivre. Un vol violent qui changerait le cours de sa vie. Et finalement, l'image du système carcéral français pour toujours. Ces condamnations antérieures avaient établi une trajectoire claire. Mais ce qui suivit redéfinirait la place de Pascal Payet dans le monde criminel et altérerait définitivement le cours de sa vie. Le 20 novembre 1997. Peu avant midi, un transport de fonds blindé quitta une agence bancaire française à Salon de Provence. Les rues étaient calmes. Le trafic était léger. Alors que le véhicule suivait son parcours programmé, un groupe d'hommes armés se mit en position. L'embuscade fut rapide et planifiée. Les agresseurs ouvrirent le feu avec des armes automatiques. 3 hommes étaient derrière l'opération. Pascal Payet, Éric Alboréo et Michael Valero. Pendant l'assaut, un garde de sécurité fut abattu et tué. Des témoins identifièrent plus tard Payet
comme celui qui portait un fusil Kalachnikov. Il avait tiré pendant l'échange, à bout portant, en plein jour. Le vol fut un succès. Les agresseurs s'enfuirent avec l'argent. Mais la violence changea tout. Payette n'était plus considéré comme un petit délinquant. L'usage de la force létale le plaça dans une catégorie différente, marquée par une agression calculée et un risque de haut niveau. Dans les cercles criminels, il gagna un nouveau nom, Pat Kalachnikov, et pour les forces de l'ordre, il devint une priorité absolue. Pascal Payet fut arrêté à Paris le 22 janvier 1999. Il avait été en fuite pendant plus d'1 an suite au vol du fourgon blindé qui avait coûté la vie à un garde de sécurité. Les accusations étaient graves: vol à main armée, association de malfaiteurs et meurtre. En attendant son procès, il fut transféré à la prison de Luynes, un établissement de haute sécurité dans le sud de la France. Il fut maintenu à l'isolement, surveillé constamment et classé comme risque d'évasion. Le personnel nota qu'il était calme, respectueux et ne causait rarement de problèmes. Mais il observait. Au fil du temps, il commença à suivre les schémas de mouvement, les rotations des gardiens et les routines quotidiennes. Il ne posait jamais de questions. Il n'en avait pas besoin. Il construisait quelque chose. Le matin du 12 octobre 2001, un hélicoptère SA-360 Dauphin bleu décolla d'un aérodrome près de Marseille. Il avait été détourné quelques minutes plus tôt par 2 hommes armés, se faisant passer pour des mécaniciens. Le pilote fut tenu sous la menace d'une arme et reçut des instructions de vol précises. On lui dit où aller, à quelle altitude voler, et ce qui arriverait s'il ne suivait pas les ordres. L'hélicoptère vola bas, sous les radars, et atteignit la prison de Luynes vers 11h15. Sans aucun avertissement ni signal, l'appareil descendit directement dans la cour de la prison. Les gardiens hésitèrent. Il n'y avait aucune alerte programmée, et l'hélicoptère était entré dans l'espace aérien restreint sans autorisation. Le temps que quiconque réagisse, 2 hommes armés avaient sauté de la cabine et se dirigeaient vers l'aile sécurisée. À l'intérieur, Pascal Payet était déjà debout. Il bougea rapidement aux côtés d'un autre détenu, Frédéric Impacto. Ils traversèrent la cour sans résistance, montèrent à bord de l'hélicoptère et décollèrent. Sans aucun coup de feu tiré, l'opération dura moins de 5 minutes. Le pilote suivit la trajectoire de vol qu'on lui avait donnée. Ils atterrirent sur un site secondaire où Payet et Impacto disparurent dans un véhicule qui les attendait. L'hélicoptère fut abandonné. Le pilote fut laissé indemne. Dans les suites, les enquêteurs apprirent que Payet avait coordonné chaque détail depuis l'intérieur de sa cellule. Il avait chronométré les mouvements des gardiens, cartographié la trajectoire d'approche et choisi le point d'atterrissage. C'était la première évasion par hélicoptère de l'histoire des prisons françaises, et elle fonctionna parfaitement. Dans l'après-midi du 12 octobre 2001, la nouvelle de l'évasion par hélicoptère de la prison de Luynes avait atteint tous les grands médias de France. En quelques heures, c'était international. L'ampleur, la rapidité et la méthode de l'évasion prirent complètement au dépourvu les officiels. Les questions se répandirent rapidement. Comment une prison de sécurité maximale pouvait-elle être prise d'assaut par les airs? Quelle défaillance avait permis que cela arrive? Le ministère de la Justice fit face à un examen intense. Des révisions internes furent lancées. L'évasion déclencha des débats au Parlement, des critiques dans la presse et une montée d'inquiétude publique concernant les protocoles de sécurité carcérale à l'échelle nationale. Mais pendant que le gouvernement se concentrait sur le contrôle des dégâts, les forces de l'ordre tournèrent leur attention vers la traque des fugitifs. 6 jours après l'évasion, la police retrouva Frédéric Impacto. Il fut arrêté sans incident à l'intérieur d'un appartement à Paris, sans résistance. Il était de retour en garde à vue avant la fin de la semaine, mais Pascal Payet demeurait introuvable. Une chasse à l'homme national s'ensuivit. Des unités de police régionales furent mobilisées.
La surveillance fut étendue. Les départements échangèrent des informations. Chaque piste fut vérifiée. Chaque tuyau suivi. Aucun ne mena à Payette. Il n'y eut aucune observation, aucun rapport crédible. Il avait disparu. À la fin de 2001, son évasion avait déjà forcé les autorités carcérales à réévaluer leurs protocoles. L'usage d'un hélicoptère, la rapidité de l'extraction et la précision, tout était un échec. Payette avait exposé des vulnérabilités auxquelles personne ne s'était préparé. Avec un pacto de retour derrière les barreaux, l'attention se tourna entièrement vers lui. Son nom devint un symbole de ce qui avait mal tourné. Mais Payette ne disparut pas. Il se déplaçait de ville en ville, changeait souvent d'endroit et restait dans des planques organisées par des contacts de confiance. Pendant plus d'1 an, il resta actif. Selon les enquêteurs, une série de vols à main armée perpétrés dans tout le sud de la France pendant cette période furent liés à son réseau. L'argent aidait à financer sa vie clandestine. Malgré les efforts coordonnés à travers plusieurs juridictions, il resta en avance. Il y eut des occasions manquées, mais aucune arrestation. Puis, au début de 2003, l'objectif changea. Il arrêta de bouger. Il commença à planifier. Cette fois, pas pour lui-même. Le 14 avril, juste avant l'aube, la prison de Luynes reprit sa routine matinale. Les couloirs étaient silencieux. La plupart des détenus dormaient. Les gardiens effectuaient leur ronde standard. À 6h45, un hélicoptère approcha de l'est. Encore une fois, il n'y eut aucun avertissement, aucune autorisation, aucun contact avec le contrôle de la tour. Il vola bas et entra dans le périmètre de la prison sans résistance. Quelques secondes plus tard, il atterrit dans la cour. À l'intérieur de l'établissement, 3 détenus étaient déjà réveillés. Franck Perletto, Michael Valero et Éric Alboreo. Valero et Alboreo avaient purgé leur peine avec Payette. Tous deux étaient impliqués dans le vol du fourgon blindé de 1997 qui avait mené à la mort d'un garde de sécurité de la BAC de France. Payette s'était échappé avec eux une fois. Maintenant, il renvoyait l'hélicoptère. Quand l'appareil toucha terre, les portes s'ouvrirent. Les 3 détenus coururent vers la cabine qui les attendait. Comme la première fois, il n'y avait aucun gardien sur leur chemin et personne ne tenta de les arrêter. L'hélicoptère décolla en quelques minutes et quitta le périmètre sans interférence. L'évasion reproduisit presque exactement celle de Payette. Mais cette fois, il n'était pas à bord. Il avait coordonné toute l'opération depuis l'extérieur. La réponse fut immédiate. Une seconde évasion par hélicoptère à Luynes, planifiée par le même homme, utilisant les mêmes tactiques, exécutée avec le même résultat. Pour la seconde fois, le système carcéral français avait été contourné. Des questions ressurgirent encore sur les défenses aériennes, la coordination interne et les retards de communication. Il n'y en avait aucune. Les autorités firent face à des critiques renouvelées. La couverture de presse fut implacable. Les mesures de sécurité furent qualifiées d'insuffisantes. Au niveau ministériel, les hauts fonctionnaires exigèrent des rapports. Comment cela avait-il pu arriver encore? Des unités de surveillance, des équipes tactiques et des forces de police régionales coordonnèrent à travers les départements. Les mouvements furent restreints près des frontières clés. Les associés connus furent surveillés. L'objectif était clair: localiser Pascal Payet et ses complices avant qu'ils n'aient la chance de disparaître. Début mai 2003, après près de 3 semaines d'enquête, la recherche prit fin. La police traqua les fugitifs jusqu'à une ferme isolée dans la région du Vaucluse, dans le sud de la France. À l'intérieur, ils découvrirent une cache substantielle. Des armes automatiques, de grosses sommes d'argent, des documents falsifiés et de l'équipement de communication. Plus important encore, ils trouvèrent les 3 détenus évadés, y compris Payette. Les arrestations furent faites sans incident. L'opération fut rapide, contrôlée et définitive. La seconde fuite de Pascal Payet devant la loi
était terminée. Mais les autorités avaient appris une leçon. Avec Payette, le confinement n'était jamais garanti, et sa réputation en tant qu'évadé le plus insaisissable de France était encore loin d'être terminée. Avec sa recapture en mai 2003, la seconde évasion par hélicoptère de Pascal Payet avait pris fin. Mais retourner en garde à vue cette fois portait un poids différent. Il n'était plus seulement un braqueur ou un fugitif. Il était maintenant reconnu comme l'architecte de 2 évasions très médiatisées et classé comme menace à la sécurité nationale. Son dossier avait considérablement grossi, et les enjeux aussi. En janvier 2005, Payette comparut en justice pour son rôle dans le vol du fourgon blindé de 1997 qui avait résulté en la mort d'un garde de sécurité. Le tribunal prononça une peine de 30 ans de prison pour meurtre. Il fit appel du verdict, cherchant une réduction. Mais en mai 2006, la Cour maintint à la fois la condamnation et la peine complète. À ce moment-là, avec plusieurs tentatives d'évasion derrière lui et des décennies devant lui entre les murs de la prison, les autorités croyaient que le chapitre était finalement clos. Malgré les années supplémentaires ajoutées à sa peine et les protocoles de sécurité maximale conçus spécifiquement pour lui, Pascal Payet demeurait un cas prioritaire pour le système carcéral français. Il avait été transféré 9 fois en 2 ans et demi. Chaque déplacement était destiné à perturber la planification, limiter la communication et l'isoler des collaborateurs potentiels. Fin 2005, il publia une lettre ouverte à travers un blog intitulé « La saga de mes transferts ». Dans celle-ci, il accusait les autorités d'utiliser les transferts comme une forme de punition psychologique. Il prétendait que ces conditions d'isolement étaient excessives, injustifiées et conçues pour le briser. Pendant qu'il était détenu à la prison de Metz, il commença une grève de la faim. Les officiels n'avaient aucune illusion. Payet était classé sous surveillance spéciale renforcée, la catégorie de risque la plus élevée pour les détenus en France. Il était surveillé continuellement. L'interaction était restreinte. Pendant la plupart de son temps en détention, il était maintenu complètement à l'écart des autres détenus. Puis, en janvier 2007, il fit un aveu formel. Il confessa avoir organisé l'évasion par hélicoptère de 2003 qui avait libéré 3 de ses anciens complices. Le tribunal ajouta encore 7 ans. Peu après, ils lui en donnèrent 6 de plus pour sa propre évasion de 2001. Au début de l'été, Payette était sous de multiples peines qui se chevauchaient, classé parmi les individus les plus dangereux du système carcéral français. Les officiels croyaient avoir fermé toutes les ouvertures. Il fut transféré à nouveau, cette fois à la prison de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Le bâtiment avait récemment subi une refonte sécuritaire, mais ce n'était toujours pas suffisant. Le 14 juillet 2007, pendant que la France célébrait la fête nationale, 4 hommes entrèrent à l'aéroport de Cannes-Mandelieu habillés en touristes. L'un portait un petit sac de sport. Ils marchèrent directement vers un eurocoptère, stationné à l'extrémité de la piste. Un instructeur de vol était à proximité, préparant l'appareil pour un vol programmé. Alors qu'il s'approchait du groupe, un des hommes souleva sa veste, exposant le pistolet. Il n'y eut pas de cri, juste une instruction tranquille. Monte et vole. L'instructeur obéit. On lui dit de maintenir une altitude basse, de suivre une route spécifique et d'éviter tout contact radio. Chaque mouvement était répété. Le pilote dit plus tard qu'il semblait calme, organisé. L'hélicoptère tourna vers le nord et entra en vol à basse altitude vers les collines au-dessus de Grasse. À l'intérieur, les pirates de l'air restèrent silencieux. L'un chargea un fusil à canon scié. Un autre regarda sa montre de manière répétée. Personne ne parlait, sauf si nécessaire. À l'intérieur de la prison de Grasse, Payette était détenu seul dans une aile d'isolement. La cellule était renforcée, sans fenêtre, et située au niveau supérieur de l'établissement. Il n'avait eu aucun contact physique avec un autre détenu depuis des mois. À 10h30,
La plupart du personnel faisait encore la rotation à travers les affectations du 14 juillet. La cour était silencieuse. L'espace aérien était supposé dégagé. À 10h31, l'hélicoptère plana directement au-dessus de la prison et descendit sur le toit. 3 hommes sautèrent dehors. Ils étaient masqués, armés, et se dirigèrent immédiatement vers un point d'accès de service. L'un portait le fusil à canon scié. Les autres sortirent des pistolets. Ils entrèrent par une trappe de service et avancèrent à travers le niveau supérieur. En quelques instants, ils avaient atteint l'aile d'isolement. Quelques gardiens tentèrent de les intercepter, mais les intrus avancèrent rapidement et avec détermination. Ils forcèrent la porte de la cellule de Payette et le tirèrent dehors. Il ne posa pas de questions. Il ne parla pas. L'équipe retraça leur chemin et retourna sur le toit. À 10h34, l'hélicoptère décolla. Au moment où l'établissement déclara une brèche, l'appareil avait déjà franchi le périmètre extérieur. Dans la tour de contrôle, le personnel tenta de suivre la route, mais c'était trop tard. Il n'y avait aucune contre-mesure en place, aucun contact radio, aucune visibilité sur sa destination. L'hélicoptère vola vers le sud-ouest, effleurant le terrain pour éviter les radars. Les hommes restèrent alertes. Payette ne dit rien. Le pilote suivit les instructions précisément. À 11h05, l'appareil atterrit dans un parking isolé près de Brignoles, à 38 km de Grasse. L'emplacement avait été sélectionné à l'avance. Hors de vue, pas de caméra de sécurité, pas d'activité civile à proximité. L'équipe sortit à pied, disparut dans la zone environnante et laissa le pilote derrière. Il était secoué, mais indemne. Toute l'évasion avait duré un peu plus de 30 minutes, et pour la 3e fois, les protocoles de haute sécurité de la France avaient échoué. La nouvelle de l'évasion éclata dans la soirée. Les diffuseurs nationaux interrompirent leur programmation. Les éditoriaux l'appelèrent une disgrâce. Les dirigeants politiques émirent des déclarations. Un titre de journal se lisait « Il l'a encore fait ». Un autre l'appelait « L'insulte du 14 juillet ». Le ministère de la Justice ordonna une révision interne. Des enquêteurs furent dépêchés à Grasse. Les journaux de surveillance furent tirés. Les entretiens du personnel commencèrent le lendemain matin. Dans les 48 heures, le 17 juillet, un mandat d'arrêt européen fut émis pour Payette. Interpol fut notifié. Toutes les frontières furent placées en alerte maximale. Au cours des semaines suivantes, le nom et les photographies de Payette circulèrent à travers l'Europe. Il fut officiellement listé comme l'un des fugitifs les plus recherchés de la région. Mais il n'y eut aucune observation confirmée. Il avait disparu à nouveau. 2 mois plus tard, le 21 septembre 2007, la police espagnole mena un raid contrôlé sur un immeuble bas dans Mataró, une ville côtière à 30 km au nord-est de Barcelone. Des équipes de surveillance avaient suivi le mouvement à l'intérieur du bâtiment. Les voisins n'avaient rien signalé de suspect. Les hommes à l'intérieur gardaient les stores fermés. L'équipe d'arrestation intervint juste après le lever du soleil. L'entrée fut rapide. Ils trouvèrent 3 hommes à l'intérieur. Pascal Payet, Alain Armato et Ferid Awassou. Aucun d'eux ne résista. Payet n'était pas armé. Selon les officiers, il était calme et parut surpris. La planification de son extradition commença immédiatement. Les autorités refusèrent de confirmer où il était détenu. 2 semaines plus tard, le 4 octobre 2007, il fut ramené en France sous forte garde. L'emplacement de sa détention fut classifié. En juin 2008, un tribunal des Alpes-Maritimes le condamna à 15 ans supplémentaires de prison pour les infractions violentes et les vols commis pendant son temps clandestin suite à l'évasion de 2003. La libération anticipée fut exclue. Cette fois, il n'y aurait aucune marge d'erreur. En avril 2011, un autre tribunal ajouta 5 ans de plus. Cette peine était pour l'évasion du 14 juillet 2007. Plusieurs de ses complices furent également condamnés. Les peines allaient de 6 à 9 ans.
le système judiciaire français avait rendu sa position claire. Il n'y aurait plus d'évasion. Après sa capture en 2007, le système carcéral français ne prit plus aucun risque. Pascal Payet fut placé sous les mesures de sécurité les plus strictes disponibles. Son emplacement resta non divulgué. Ses mouvements furent restreints. La surveillance fut constante. Il n'y eut aucune visite. Aucun privilège de communication au-delà de ce que la loi autorisait strictement. Pour la première fois en année, il n'y eut aucune nouvelle tentative d'évasion. La stratégie de confinement avait fonctionné. Mais à l'extérieur des murs de la prison, l'histoire continua. En avril 2019, après avoir purgé près de 12 ans depuis sa capture finale, Pascal Payet obtint une libération conditionnelle. Il était dans la cinquantaine. Plus de 3 décennies de sa vie avaient été passées en prison. Les autorités le libérèrent, sous conditions strictes. Il n'était plus considéré comme un risque d'évasion élevé. Mais son nom portait encore du poids. Pendant un temps, il y eut le silence. Mais en septembre 2020, Payet refit surface. Cette fois, en connexion avec une enquête criminelle à Paris. Dans la nuit du 8 septembre, un homme d'affaires parisien signala avoir été menacé par un groupe d'hommes. Ils exigeaient 400 000 €. Selon les rapports de police, la menace était explicite. La surveillance et les données téléphoniques confirmèrent plus tard que Pascal Payet avait fait un appel direct à la victime. Ses mots étaient clairs. L'homme devait réfléchir soigneusement au risque si l'argent n'était pas payé. Les enquêteurs tracèrent les communications et commencèrent à assembler les preuves. Le 24 novembre 2020, la police française mena une opération coordonnée. Plusieurs individus furent arrêtés, y compris Payet lui-même. Il était encore en liberté conditionnelle au moment de l'arrestation. Plus d'une décennie après sa dernière évasion, il était une fois de plus en garde à vue. Cette fois, pour tentative d'extorsion. Les procédures judiciaires avancèrent au cours des 2 années suivantes. Le 25 mai 2023, Pascal Payet comparut devant un tribunal correctionnel de Paris. Il était accusé de tentative d'extorsion en connexion avec l'affaire de 2020. Les preuves incluaient des appels interceptés, des données de surveillance et le témoignage de la victime prévu. Le tribunal le trouva coupable. Payet fut condamné à 5 ans de prison. À 59 ans, il retourna une fois de plus dans une cellule.